J'ai tendu la main, prêt à saluer le nouveau PDG. Le président m'a regardé et a annoncé « Je ne serre pas la main aux employés de bas niveau ». Tout le monde a ri. Les caméras tournaient. Je suis resté calme et j'ai répondu « Vous venez de perdre 1,8 milliard de dollars. Le domaine de la revanche de Jax. J'ai tendu la main pour saluer le nouveau PDG, et ce simple geste a coûté 1,8 milliard de dollars à une entreprise. Je m'appelle Garrett Hudson. J'ai 47 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais associé gérant chez Summit Ridge Capital ici à Phoenix. Si vous n'avez jamais entendu parler de nous, c'est voulu. Nous ne faisons pas de publicité sur les panneaux d'affichage ni ne sponsorisons des tournois de golf. Nous agissons discrètement, sinon de gros chèques et attendons 2 choses en retour, une gestion intelligente et une décence humaine élémentaire. Le président de Phoenix Industrial Holdings avait une autre idée de la décence. Avant d'expliquer comment une poignée de main a détruit un conseil d'administration entier, permettez-moi de revenir en arrière et de vous raconter comment je suis arrivé dans cette pièce. Summit Ridge n'a pas toujours été une puissance. Il y a 15 ans, j'étais juste un autre gars de la trésorerie d'entreprise, travaillant 60 heures par semaine et regardant des dirigeants prendre des décisions qui me donnaient des cauchemars. J'ai passé 10 ans chez Consolidated Manufacturing, un groupe industriel de taille moyenne qui fabriquait de tout, des composants d'avions aux équipements de construction. Mon travail était simple sur le papier et misérable en pratique, nous maintenir financés, nous maintenir conformes, empêcher les agences de notation de faire de nous une étude de cas sur ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vu de près ce qui se passe lorsque le capital est traité comme un droit plutôt qu'une responsabilité. J'ai vu des banquiers sourire en face et discrètement rétrograder votre notation de risque de 2 crans parce que votre PDG ne pouvait pas s'empêcher de parler sans filtre lors des conférences téléphoniques sur les résultats. J'ai vu des accords s'effondrer parce que quelqu'un en position de pouvoir a décidé que l'humilité était au-dessous de lui. J'ai perdu le compte du nombre de refinancements stratégiques qui n'étaient en réalité que des supports de vie d'urgence pour des entreprises qui saignaient de l'argent parce que leurs dirigeants pensaient que le respect était facultatif. Mon père m'a appris quelque chose qui m'est resté longtemps après sa disparition. Il a travaillé dans la construction toute sa vie, a construit la moitié des lotissements du nord de Phoenix à l'époque où cet endroit n'était encore que désert et rêve. Mon fils, disait-il, l'argent ne change pas les gens. Il te montre juste qui ils étaient vraiment depuis le début. Après une nuit de trop passée à expliquer à des banquiers nerveux pourquoi notre dernière acquisition avait du sens, alors que ce n'était clairement pas le cas, j'ai quitté Consolidated. J'ai pris ce que je savais sur les structures de capital, les risques, les clauses restrictives, et comment les dirigeants pensent ou ne pensent pas sous pression, et j'ai démarré Summit Ridge dans un bureau de 2 pièces au-dessus d'un service de préparation fiscale sur Camelback Road. L'argument était simple, nous signons de gros chèques, nous nous tenons à l'écart de vos opérations quotidiennes, mais le prix de cette liberté est un comportement très spécifique quand cela compte. Ne soyez pas stupide avec l'argent des autres. Ne soyez pas cruel avec les gens qui maintiennent votre entreprise en vie. Ne traitez pas la responsabilité comme une option. Notre premier fonds provenait d'une poignée de bailleurs de fonds institutionnels qui en avaient assez de voir leurs investissements ruinés par des équipes de direction dont l'ego dépassait l'éthique. Nous étions petits alors, juste moi, un analyste fraîchement sorti d'ASU et une secrétaire partagée qui travaillait aussi pour l'agence d'assurance en bas. Mais nous avions quelque chose que la plupart des entreprises n'avaient pas, une ligne claire sur ce que nous tolérerions et ce que nous ne tolérerions pas. Les premières transactions étaient modestes, une injection de 50 millions de dollars ici, une facilité de crédit relais de 75 millions de dollars là. Rien qui ferait les gros titres, mais suffisant pour bâtir une réputation. Nous avions une règle qui rendait les avocats nerveux. Chaque engagement incluait ce que nous appelions une clause d'intégrité de la conduite. Un langage simple qui stipulait que si la haute direction s'engageait dans un comportement documenté qui nuirait matériellement à la réputation de l'entreprise pendant nos négociations, nous pourrions retirer notre capital immédiatement. Pas de pénalité, pas de retard, pas de droit de renégociation, juste disparu. La plupart des clients le survolaient. Leurs avocats l'appelaient une clause standard. Mais j'avais appris à mes dépens que le caractère importait plus que les feuilles de calcul. Il y a 3 ans, nous avons failli nous brûler sur un accord avec Mesa Steel, un fabricant régional qui avait besoin de 400 millions de dollars pour moderniser ses installations. Leur PDG semblait solide, un ancien militaire, direct. Bonne référence. Nous avons fait notre diligence, calculé les chiffres, tout semblait propre. 2 jours avant la clôture, une vidéo a fait surface d'une réunion publique avec les employés. Le PDG,
ivre de ce qu'il pensait être une franchise officieuse, disait à une salle pleine d'ouvriers que quiconque ne pouvait pas suivre les nouvelles cibles de productivité pouvait trouver du travail ailleurs, dans un endroit qui choyait la médiocrité. Le clip est devenu viral dans les milieux manufacturiers. En une semaine, il était dans toutes les négociations syndicales, tous les dépôts réglementaires, toutes les poches de journalistes. Nous avons quand même conclu cet accord. J'ai laissé mon partenaire de l'époque me convaincre. Ce ne sont que des apparences, a-t-il dit. Les fondamentaux sont sains. Il avait tort. En 6 mois, Mesa Steel était confronté à des ralentissements de production, à un examen réglementaire et à une clientèle qui avait soudainement des questions sur leur culture d'entreprise. Nous avons récupéré notre argent finalement, mais le mal de tête n'en valait pas la peine. C'est là que je me suis promis que cela n'arriverait plus. Si j'allais investir des centaines de millions derrière une entreprise, j'avais besoin de plus que des données financières propres. Je devais voir comment les personnes en charge se comportaient lorsqu'elles pensaient que personne d'important ne regardait. Phoenix Industrial Holdings est entré dans notre orbite pendant ce que leur conseil d'administration appelait une phase de transformation stratégique. C'est du jargon d'entreprise pour « nous sommes ruinés et avons besoin d'aide rapidement ». Ce n'était pas une mauvaise entreprise, juste une entreprise mal gérée. Fabrication de défense, projet d'infrastructure, contrat solide avec le Pentagone et les gouvernements des États. Mais leur ancien PDG avait passé 5 ans à faire des acquisitions comme s'il collectionnait des voitures anciennes, chères, ostentatoires et complètement inutiles. Le fardeau de la dette les écrasait. Ils avaient tout mis en gage 2 fois pour acheter des entreprises qui ne correspondaient pas à leur activité principale, une société de logiciels à Austin qui développait des applications logistiques. Un petit fabricant aérospatial à Tucson qui fabriquait des composants spécialisés pour les satellites, une entreprise de construction à Flagstaff qui se spécialisait dans les bâtiments gouvernementaux. Rien de tout cela n'avait de sens stratégique, mais cela avait l'air impressionnant dans les présentations aux investisseurs. Au moment où ils ont contacté Summit Ridge, Phoenix Industrial brûlait 30 millions de dollars par trimestre juste pour le service de la dette. Leur ligne de crédit était épuisée. Les fournisseurs exigeaient un paiement à la livraison. Le Pentagone faisait des bruits de remise en question de leur statut de contractant en raison de préoccupations de stabilité financière. Ils avaient besoin de 1,8 milliard de dollars, et rapidement. Les chiffres n'étaient pas si mauvais une fois qu'on regardait au-delà de la frénésie d'acquisition. Leur cœur de métier de fabrication de défense était rentable. Ils avaient des contrats à long terme avec des conditions de paiement fiables. Le problème était le leadership, en particulier Wesley Crane, le président du conseil qui avait approuvé chaque accord qui les avait menés à ce désordre. Wesley venait de la vieille fortune de Phoenix. Son grand-père avait lancé une exploitation minière dans les années 1920 qui était finalement devenue une petite fortune en cuivre et en immobilier. Wesley a hérité de la présidence de Phoenix Industrial à la mort de son père, ainsi que de suffisamment d'actions pour contrôler les décisions du conseil. Il n'avait jamais travaillé un jour dans l'industrie manufacturière. Jamais eu à faire la paix. Jamais eu à expliquer à une salle d'investisseurs pourquoi sa dernière stratégie ne fonctionnait pas. Mais il aimait le titre, aimait être présenté comme président de l'un des plus grands entrepreneurs de défense de l'Arizona, aimait parler au dîner de la Chambre de commerce de l'importance de la fabrication américaine. Ce qu'il n'aimait pas, c'était admettre quand il avait tort. La première fois que j'ai rencontré Wesley, ce fut lors de notre première séance de diligence raisonnable, 6 mois avant la réunion du conseil d'administration qui allait tout changer. Il est entré dans notre salle de conférence comme s'il nous faisait une faveur. Costume cher, montre chère, le genre de poignée de main qui durait exactement 2 secondes de plus que nécessaire. Non pas parce qu'il était amical, mais parce qu'il voulait s'assurer que vous remarquiez la Rolex. Messieurs, dit-il, bien que je fusse la seule personne dans la pièce, j'apprécie l'intérêt de Summit Ridge pour notre opportunité. Notre opportunité, comme s'il nous offrait une chance d'acheter des actions Apple vers 1985. J'ai passé 20 minutes à lui expliquer nos critères d'investissement, nos exigences de gouvernance, nos attentes en matière de transparence et de responsabilité. Il a hoché la tête au bon moment, a posé quelques questions sur le calendrier et la structure, semblait engagé, mais je l'ai surpris en train de consulter son téléphone 2 fois pendant notre conversation, et quand j'ai mentionné la clause d'intégrité de la conduite, il l'a écartée sans la lire. Langage standard, a-t-il dit. Notre équipe juridique s'occupera des détails. Cela aurait dû être mon 2e avertissement. Nous avons passé les 4 mois suivants à faire une diligence approfondie.
Les comptes de Phoenix Industrial étaient un désordre, mais pas d'une manière criminelle, juste de la manière qui arrive quand personne n'a prêté attention aux fondamentaux. Trop de dettes, trop de frais généraux, trop de cadres qui avaient été embauchés parce qu'ils connaissaient quelqu'un plutôt que parce qu'ils pouvaient faire le travail. Mais l'activité principale était solide. Leurs installations de fabrication à Mesa et Chandler étaient bien gérées. Leur contrat avec le ministère de la Défense était sécurisé. Leur personnel savait ce qu'il faisait. Avec une structure de capital appropriée et un leadership compétent, Phoenix Industrial pouvait redevenir rentable. Le problème était Wesley. Chaque conversation que nous avions renforçait mon impression qu'il considérait cet accord comme une faveur personnelle que nous lui faisions, et non comme une transaction commerciale entre égaux. Lorsque nous avons posé des questions sur les changements au sein du Conseil, il est devenu défensif. Lorsque nous avons suggéré de faire appel à des consultants externes en gestion, il a insisté sur le fait que leur équipe actuelle pouvait s'en charger. Lorsque nous avons insisté sur des exigences de rapport mensuel, il s'est plaint de micro-gestion. Mon partenaire Bryce l'a surnommé « l'héritier » après notre 3e réunion. Le gars n'a jamais rien gagné de sa vie, a dit Bryce, il ne comprend pas pourquoi quelqu'un remettrait en question son jugement. Mais l'accord avait du sens malgré Wesley, pas grâce à lui. Les problèmes de Phoenix Industrial étaient réparables avec suffisamment de capital et une surveillance appropriée. Nous avons structuré l'engagement comme 1,8 milliard de dollars en tranches échelonnées, liées à des jalons opérationnels spécifiques et à des réformes de gouvernance. Le conseil ajouterait 2 administrateurs indépendants ayant une expérience dans la fabrication de défense. Ils embaucheraient un nouveau PDG ayant fait ses preuves dans le redressement d'entreprises endettées, et Wesley se retirerait des opérations quotidiennes, restant président, mais avec une autorité limitée. La clause d'intégrité de la conduite était non négociable. Après Mesa Steel, j'ai insisté sur un langage qui nous donnait des droits de sortie clairs si le comportement des dirigeants créait un risque de réputation pendant les négociations. Les avocats de Weasley ont essayé de l'adoucir 2 fois. Les 2 fois, je leur ai dit de la remettre telle que nous l'avions écrite ou de trouver un autre investisseur. Le langage final était d'une clarté cristalline, un comportement documenté de la haute direction qui nuit matériellement à la réputation de l'entreprise ou de sa direction entrante pendant les négociations permet un retrait immédiat de l'engagement de capital sans pénalité ni délai. Wesley l'a signé sans le lire. Je le sais parce que je regardais ses yeux quand il a tourné cette page. Il a passé peut-être 10 secondes à scanner 3 paragraphes de texte qui allaient finalement lui coûter sa carrière. Mais c'était le style de Wesley. Il avait l'habitude de signer des choses que d'autres personnes avaient déjà décidées, l'habitude que les problèmes soient résolus par des avocats, des comptables et des consultants, tandis qu'il se concentrait sur le travail important d'être important. Le nouveau PDG qu'ils ont choisi était Quinton Mills, un spécialiste du redressement d'entreprises de 38 ans, qui avait restructuré avec succès 2 entreprises de défense au cours de la décennie précédente. Bon dossier, bonne référence, bons instincts pour l'efficacité opérationnelle. Lors de nos appels de vérification, 3 personnes différentes l'ont décrit comme intelligent et pratique, ce qui, d'après mon expérience, signifie généralement quelqu'un qui peut faire la différence entre ce qui semble bon dans une salle de conseil et ce qui fonctionne réellement dans le monde réel. L'annonce de la transition était prévue pour un mardi matin de décembre. Réunion complète du conseil d'administration, diffusion en direct pour les employés et les investisseurs, soigneusement chorégraphiée pour projeter confiance et stabilité. Ce mardi matin-là, j'ai atterri à Sky Harbor à 6h30 du matin et j'ai pris une voiture directement pour le siège de Phoenix Industrial au centre-ville. Décembre à Phoenix, c'est un temps parfait, ciel clair, 22 degrés Celsius, le genre de matin qui vous fait comprendre pourquoi les gens déménagent ici de lieux où l'hiver signifie quelque chose. La ville se réveillait à peine alors que nous traversions le centre-ville. Les premiers navetteurs se dirigeaient vers des tours de verre qui reflétaient le lever du soleil du désert. Le bâtiment de Phoenix Industrial était exactement ce que l'on attend d'un entrepreneur de défense essayant de projeter stabilité et succès. Une tour de verre et d'acier de 30 étages, un hall en marbre avec les logos de l'entreprise gravés dans le bronze, un bureau de sécurité qui semblait appartenir à une installation gouvernementale. Le hall avait tout le théâtre corporatif standard. Un ticker boursier sur un mur affichait les prix en temps réel. Une vidéo promotionnelle sur un autre mur montrait des travailleurs souriants en casque et blouse de laboratoire. Des clichés soigneusement mis en scène d'usines de fabrication et d'installation de test. La réceptionniste, une femme raffinée d'une 40aine d'années qui avait clairement été briefée sur le traitement VIP, m'a offert son sourire professionnel complet.
Bienvenue chez Phoenix Industrial, Monsieur Hudson. Quelqu'un des relations avec les investisseurs viendra vous escorter. L'escorte s'est avérée être Nash, un jeune homme nerveux dans un costume coûteux qui ne lui allait pas tout à fait. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans, probablement embauché directement après un programme de MBA pour gérer l'interface entre Phoenix Industrial et la communauté financière. Alors que nous montions en ascenseur jusqu'à l'étage des cadres, il a bavardé de mon vol et du temps, mais je pouvais dire que son esprit était ailleurs. Grande journée aujourd'hui, ai-je dit, sont dans le terrain. Certainement, a-t-il répondu, un peu trop vite. Beaucoup de pièces mobiles, mais tout se met en place. Quelle est l'ambiance à l'étage? Il hésita un instant. Optimiste. Peut-être un peu nerveux, mais c'est normal pour quelque chose de cette envergure. L'étage des cadres avait cette atmosphère feutrée et coûteuse qui vient des tapis épais et de l'argent sérieux. Des photos encadrées tapissaient les couloirs, d'anciens PDG serrant la main de gouverneurs et de sénateurs, des cérémonies d'inauguration de nouvelles installations, des prix d'associations industrielles et de bureaux d'approvisionnement militaire. Le genre d'histoire d'entreprise qui est censé rassurer les investisseurs sur le fait qu'il s'agit d'une entreprise ayant des racines profondes et des relations importantes. Me conduisit devant plusieurs salles de conférences plus petites jusqu'à la salle de conseil principale au bout du couloir. Double porte vitrée, caméra déjà montée et prête, lumière rouge clignotante pour indiquer qu'elles étaient en direct. À travers la vitre, je pouvais voir que la pièce était aménagée pour un impact maximal. Une longue table polie qui coûtait probablement plus que la voiture de la plupart des gens, des chaises en cuir à dossier au qui criait l'autorité exécutive, des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur le centre-ville de Phoenix et les montagnes au-delà. Ils m'ont demandé d'apporter ceci à votre arrivée, a dit me tendant un bouquet soigneusement arrangé de lys blanc et d'eucalyptus pour l'optique de l'annonce. J'ai pris les fleurs, notant l'ironie. Phoenix Industrial avait spécifiquement demandé que Summit Ridge sponsorise les rafraîchissements et le décor pour l'annonce, en signe de partenariat. Maintenant, il voulait que je les porte comme si je faisais partie du personnel de restauration. Autre chose, ai-je demandé. Juste, ils s'attendent à ce que vous preniez le siège au bout. Pas de plaque nominative, mais c'est normal pour ce genre de session. À l'intérieur de la salle de conférence, les acteurs clés étaient déjà réunis et manifestement dans leur élément. Wesley Crane trônait en bout de table, l'air d'un président puissant dans son costume anthracite et sa cravate bordeaux. Début de la soixantaine, cheveux argentés parfaitement coiffés, le genre de présence qui commande l'attention sans effort. Il était en conversation avec deux membres du conseil, utilisant le ton bas et confiant que développent les dirigeants qui ont l'habitude d'être écoutés. Quinton Mills, le PDG entrant, était assis à mi-chemin de la table, sur le côté droit, feuilletant une présentation imprimée. Il paraissait plus jeune que ses 38 ans, ce qui expliquait probablement pourquoi Wesley se sentait à l'aise de le traiter comme un employé subalterne plutôt que comme la personne qui dirigerait bientôt l'entreprise. Quinton avait l'air intense, un peu fatigué, de quelqu'un qui avait passé des semaines à préparer ce moment, à répéter des points de discussion et à anticiper les questions des analystes et des investisseurs. Ross Palmer, le directeur financier, était plongé dans ses propres documents. À l'extrémité opposée de Wesley, Ross était le genre de financier qui comprenait réellement les chiffres, plutôt que de simplement les présenter. Milieu de la cinquantaine, méthodique, le genre de personne qui avait probablement échafaudé des scénarios dans sa tête pendant des mois sur l'impact de cet accord sur tous les aspects des opérations de l'entreprise. Son dossier était épais de documents de référence, le genre de travail de détail qui ne figure pas dans les présentations, mais qui compte quand les choses tournent mal. L'équipe de communication s'installait à l'arrière de la pièce, ajustant les angles de caméra et testant les niveaux audio. 3 caméras différentes pour capturer chaque angle, l'une braquée sur Wesley pour son discours d'ouverture, l'autre sur Quinton pour sa présentation en tant que PDG, et une prise de vue large pour la séance de questions-réponses avec les analystes. Ce n'était pas seulement une annonce interne. C'était une production soigneusement chorégraphiée, conçue pour projeter confiance et compétence à la communauté financière au sens large. Quand je suis entré, portant les fleurs, Wesley a levé les yeux et m'a accordé le genre de reconnaissance que l'on pourrait donner à un responsable de la restauration arrivé à l'heure. Pas impoli exactement, mais me classant clairement comme personnel de soutien plutôt que comme participant. Il se retournait déjà vers sa conversation avant que je n'ai entièrement pénétré dans la pièce. Timing parfait, dit-il à la pièce en général, pas à moi spécifiquement. Mettez-les sur la crédence et nous allons commencer. Je contournai la table vers Quinton.
Il leva les yeux à mon approche, et un instant, nos regards se croisèrent. Je pouvais voir qu'il était nerveux pour plus que sa simple présentation. Il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il comprenait les enjeux mieux que son président. Les fleurs semblaient plus lourdes dans mon bras gauche alors que je les déplaçais et tendais ma main droite vers Quinton. C'était censé être un simple geste de bienvenue et de soutien. Au lieu de cela, ce fut le moment qui changea tout. « Bienvenue chez Phoenix Industrial », dis-je clairement. « Je suis Garrett. » C'est alors que Wesley se tourna vers nous, vit ma main tendue, et décida de montrer à tous dans la pièce exactement qui, selon lui, appartenait à sa table. « Je ne serre pas la main des employés subalternes », annonça Wesley assez fort pour que chaque microphone de la pièce capte chaque syllabe. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un défi. La réaction fut immédiate et révélatrice, un membre du conseil à la droite de Wesley eut un petit rire. Quelqu'un à mi-chemin de la table émit ce rire nerveux que les gens font quand ils savent que quelque chose ne va pas, mais ne veulent pas être le premier à le dire. Un des membres du personnel de communication à l'arrière parvint à peine à dissimuler son sourire derrière un dossier, comme si cela pouvait effacer l'expression des caméras braquées directement sur nous. Quinton regarda ma main tendue, puis Wesley, puis ses documents de présentation comme s'ils contenaient des instructions d'évasion. Il ne bougea pas pour me serrer la main, ne corrigea pas le président, ne dit pas un mot, se contenta de fixer son ordre du jour et d'attendre que le moment passe. Je n'ai pas baissé ma main immédiatement. Pendant peut-être 3 secondes, je l'ai gardée tendue tandis que le sourire de Wesley faiblissait légèrement. Il semblait sincèrement agacé de ne pas m'être immédiatement excusé et d'avoir reculé comme un bon subalterne devrait le faire. Ses yeux passèrent de ma main à mon visage, comme pour vérifier si j'étais trop lent pour comprendre la hiérarchie qu'il venait d'annoncer au monde entier. « Je suis ici, comme demandé », ai-je dit, gardant ma voix suffisamment claire pour que les micros les plus proches captent chaque mot. « Alors tenez-vous où on vous dit », a-t-il répondu sans sourciller. « Cette réunion est pour les cadres. » Quelqu'un près du bout de la table a murmuré, gênant, juste assez fort pour que son voisin l'entende et que l'équipement audio le capte. Le rire dans la pièce s'amincit, étiré par le silence qui suivit. J'ai baissé ma main selon mes propres termes, pas les siens, et j'ai posé les fleurs sur la table, au bord de son champ de vision. Puis je me suis dirigé vers la chaise vide au bout de la table de la salle de conférence et je me suis assis. Pas de plaque nominative, pas de dossier de bienvenue, aucune reconnaissance de ma place légitime. C'était bien. Ils m'avaient retiré de leur script. Ils allaient découvrir le prix de cette décision. Commençons, dit Wesley, se tournant déjà vers l'écran principal à l'avant de la pièce. La première diapositive apparut, logo de Phoenix Industrial Holdings et la date, suivie de « Transition de leadership et mise à jour de la structure du capital ». Wesley a commencé ses remarques d'ouverture avec la confiance habituelle de quelqu'un dont l'autorité n'avait jamais été remise en question. Il a parlé de partenariat stratégique, de leadership aligné et de valeur actionnariale à long terme. De grands mots qui semblaient impressionnants, mais qui en disaient très peu sur le travail réel de gestion d'une entreprise. J'ai écouté le rythme de sa voix, observé comment les autres autour de la table réagissaient à lui, remarqué les petits signes qui apparaissent lorsque les gens pensent qu'ils sont entre amis, les légers sourires lorsqu'ils faisaient une blague aux dépens de quelqu'un d'autre. La manière dont certains membres du conseil acquiesçaient avant qu'il n'ait fini ses phrases, l'atmosphère d'une pièce où l'opinion d'une seule personne comptait plus que toutes les autres réunies. Alors que la deuxième diapositive apparaissait, aperçu de la transaction, j'ai décidé qu'il était temps de clarifier quelques points. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, coupant son élan de présentation. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Wesley se tourna lentement, comme si je venais d'interrompre un service religieux. Nous ne prenons pas d'avis du personnel de soutien pendant cette session, dit-il, laissant le dédain transparaître à chaque mot. Vous pourrez donner vos notes aux relations avec les investisseurs après. J'ai soutenu son regard directement. Si vous refusez de me serrer la main, alors d'ici demain matin, 1,8 milliard de dollars ne feront plus partie de cet accord. Le silence qui s'ensuivit n'était pas un silence de cinéma. C'était un vrai silence. Le genre où l'on peut entendre le système de ventilation du bâtiment et le téléphone de quelqu'un vibrer contre la table. Personne ne bougea. Personne ne parla. Le seul son était le faible bourdonnement des caméras qui continuaient d'enregistrer. Puis quelqu'un rit trop fort et trop forcé, comme s'il essayait de briser un sort. Très bien, dit rapidement un membre du conseil, restons professionnels. Le sourire de Weasley revint, mais plus mince maintenant.
Asseyez-vous et arrêtez votre théâtre, me dit-il. Le financement du capital est géré au niveau approprié. Je suis le niveau approprié, répondis-je. Cela attira leur attention. Ross Palmer, le directeur financier, leva les yeux de ses documents avec l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait peut-être fait des hypothèses incorrectes sur la dynamique de pouvoir dans la pièce. Avant de continuer, dit Ross prudemment, nous devrions confirmer l'autorisation finale de la source de financement. Le service juridique a dit, nous avons besoin de la signature directe du contrôleur de capital. C'est en cours. Wesley claqua des doigts, clairement agacé par l'interruption. Du contrôleur de capital spécifiquement, corrigea Ross, en me regardant d'un air significatif. Tous les yeux se tournèrent vers moi. J'ai vérifié ma montre, un petit geste, mais cela m'a semblé ajuster une soupape de pression. Ce serait moi. Wesley me fixa. Il me regarda vraiment pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Pas les fleurs que je portais, pas le siège qui m'avait été attribué, mais mon visage. Vous dites que vous contrôlez le financement? Je dis que je suis l'associé gérant chez Summit Ridge Capital, autorisé à déployer ou à retirer l'intégralité de l'engagement. Un administrateur plus loin sur la table se pencha en avant. De quelle autorité parlons-nous exactement? Toute l'autorité, dis-je. Summit Ridge fournit la tranche principale. Sans nous, les engagements restants ne peuvent pas se dérouler comme prévu. Ross hocha la tête une fois, confirmant ce que ses feuilles de calcul lui avaient dit depuis le début. La pièce changea. Des chaises se réajustèrent, des papiers froissèrent, des gens soudain très intéressés par leur téléphone. C'est alors que Ross a évoqué la clause. Il a feuilleté son dossier et a tapé sur une page spécifique. Il y a une disposition que nous devons reconnaître, a-t-il dit, d'une voix soigneusement neutre. Wesley ne l'a pas regardé. Nous avons tout couvert. Nous en parlons depuis des mois. La disposition sur la conduite, a dit Ross plus fermement. On sentait l'énergie dans la pièce changer. Les directeurs commencèrent à feuilleter les pages, cherchant le langage qu'ils avaient probablement survolé lors des révisions initiales des mois plus tôt. Que dit-elle exactement? Demanda Quinton, participant enfin à la conversation qui allait déterminer son avenir. Ross lut directement le document, tout comportement documenté de la haute direction qui nuit matériellement à la réputation de l'entreprise ou de sa direction entrant pendant les négociations autorise un retrait immédiat du capital. Un autre membre du conseil leva les yeux de sa copie. Cela ne nécessite pas d'intention ni d'avertissement préalable, juste un impact documenté. Wesley fit un geste de dédain. Un langage standard, une clause de style. Nous mettons des clauses comme ça dans tout. Elle a été spécifiquement révisée, dit Ross doucement. Summit Ridge a demandé cette formulation exacte. Toutes les têtes de la pièce se tournèrent vers moi. J'étais préoccupé par le comportement, dis-je simplement. Wesley ricana. Cela devient une distraction. Personne ici ne s'est mal conduit. Un directeur regarda la caméra montée dans le coin de la pièce. Toute cette réunion est enregistrée pour la transparence, dit Wesley d'un ton sec, comme si la transparence était quelque chose qu'il avait personnellement inventé. Oui, j'ai acquiescé. Pour la transparence. Pendant la pause de 10 minutes qui suivit, je me suis réfugié dans une alcôve tranquille près des ascenseurs et j'ai passé un appel téléphonique. Mon partenaire Bryce a décroché à la deuxième sonnerie. Oui, exécute le retrait. J'ai dit, montant total, effectif immédiatement. Il y a eu une pause assez longue pour qu'il comprenne ce que je lui disais. Tout le 1,8 milliard? Tout. Clause de conduite. Documentation disponible. Compris. Nous exécutons maintenant. Quand je suis revenu dans la salle de conférence, ils essayaient de faire comme si rien n'avait changé. Wesley était de nouveau à la présentation, parlant de marge de liquidité et de projection de croissance. Tout cela reposait sur une hypothèse qui était déjà caduque. Les lumières rouges des caméras continuaient de clignoter. La diffusion sur le web continuait de fonctionner, et les téléphones autour de la table commencèrent à vibrer avec le genre de notifications urgentes qui changent tout. Le téléphone de Ross Palmer vibra le premier, puis un autre, comme une vague déferlant dans la pièce. Ross pâlit en lisant son écran. L'engagement principal, dit-il lentement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, a été retiré. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda un directeur.
Exécuté, confirmé, montant total. Wesley se leva d'un bond. Ce n'est pas possible. Nous avons des accords. Nous avons des signatures. La clause le permet, dis-je calmement. Vous avez créé les conditions devant la caméra. C'est inacceptable, dit-il, cherchant des alliés dans la pièce. Vous allez annuler ça immédiatement. Il n'y a rien à annuler. C'est fait. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été dramatique. Les vrais conseils d'administration ne montent pas des coups d'État comme dans les films. Ils suivent la procédure. Ils se réfèrent au statut. Ils font des motions et votent. Mais sous le langage formel, quelque chose de plus simple se passait, l'autopréservation. En moins de 2 heures, Wesley Crane a été mis en congé administratif de sa fonction de président. La nomination de Quinton Mills a été suspendue en attendant un examen. Un comité de gestion de crise a été formé pour explorer les options de contrôle des dommages. La presse économique avait l'histoire dans l'après-midi, l'entrepreneur de défense perd un engagement de 1,8 milliard de dollars après un incident de gouvernance. L'action a chuté de 23% après les heures de trading. Les analystes du secteur ont passé la soirée à débattre si la responsabilité des investisseurs était allée trop loin. De retour à Summit Ridge, nous avons fait ce que nous faisons toujours après une grande décision. Nous avons débriefé. Que avons-nous appris? Que les clauses de conduite fonctionnent, mais seulement si vous êtes prêt à les faire appliquer. Que le respect n'est pas une courtoisie que l'on accorde après avoir conclu un accord. C'est le prix d'entrée à la conversation. Une semaine plus tard, un journaliste a appelé pour un commentaire. Les gens veulent comprendre pourquoi vous êtes parti. Elle a dit, ils l'ont vu arriver. J'ai répondu, c'était enregistré. Quelle est la leçon pour les autres dirigeants? Le respect n'est pas quelque chose que l'on montre après la signature d'un accord. C'est ce qui vous amène à la table des signatures en premier lieu. Si vous ne pouvez pas faire preuve de courtoisie élémentaire lorsque les caméras tournent, vous n'aurez pas la chance de prouver que vous pouvez le faire quand elles ne tournent pas. Les gens supposent que le pouvoir s'annonce avec des bureaux d'anglais, des places de parking réservées. Ce jour-là, il est entré dans une salle de conférence portant des fleurs et sans plaque nominative. Wesley a vu ce qu'il voulait voir, quelqu'un à rejeter, quelqu'un d'insignifiant. Il a appris, de la manière la plus coûteuse possible, que la personne discrète au bout de la table a parfois toutes les cartes en main. J'ai tendu la main pour accueillir un nouveau PDG. Le président a décidé que c'était en dessous de lui. Il pensait que l'humiliation était gratuite. Elle lui a coûté 1,8 milliard de dollars et sa carrière. Parfois, la poignée de main que l'on refuse est celle qui compte le plus. En affaires, au moment où quelqu'un décide que vous ne méritez pas son respect, c'est précisément le moment où il vous a montré qu'il ne mérite pas votre investissement. Le pouvoir ne concerne pas le titre sur votre carte de visite ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Il s'agit de comprendre que chaque interaction est enregistrée par quelqu'un, et que le coup de l'arrogance finit toujours par se faire sentir.